Petit, tu n'étais pas aimable et tu semblais défier quiconque de t'aimer. L'avocat m'avait demandé de lui parler de toi et j'ai eu ces mots tout de go. Petit, il n'était pas aimable et il semblait défier quiconque de l'aimer. Je l'ai dit ainsi, comme c'est venu, sans que je sache d'où ni ne tienne à le savoir. C'est choquant, il était choqué, je l'ai bien vu. Il est encore si jeune. Il avait cette petite croûte là, au menton, de qui s'est coupé en se rasant. Une minuscule tache de sang séché sur le col de sa chemise froissée, et je me suis demandé s'il y avait quelqu'un pour prendre soin de lui. Immédiatement, j'ai pensé à une femme. J'ai pensé à une mère. Comme s'il incombait à nous seuls de prendre soin de vous. Et c'est ainsi que va le monde, et c'est pourquoi on dira que j'ai échoué à prendre soin de toi. Comme si seules mes défaillances pouvaient expliquer ta violence. C'est ce qu'on fera dire à ma présence ici et à la tienne entre quatre murs. C'est ce qu'elles disent pour qui ne veut pas aller plus loin, qui ne veut pas croire que la violence peut être innée et que tout l'amour d'une mère, toute la tendresse d'un foyer ne peut rien contre la gueule du loup. C'est à ça que j'ai pensé quand j'ai entendu les titres du 20h à la radio. Parce que oui, ça a fait les titres du 20h à la radio. J'ai pensé à la gueule du loup. Celle dans laquelle on est projeté à peine expulsé des confins du ventre maternel. Le monde comme une grande mâchoire affûtée. La société aiguisée à l'aune de la brutalité. L'humanité émoussée. Mais j'étais encore du bon côté à ce moment-là, au moment des titres du 20h à la radio. Personne n'aurait pu me jeter la pierre en me disant « C'est vous qui l'avez élevé ?» Et puis le téléphone a sonné. C'était les gendarmes. Après, je ne sais plus. L'avocat m'avait demandé de lui parler à cœur ouvert. Ce sont ses mots. Lui parler de toi. Tout ce qui pourra nous être utile. Et je l'ai aimé pour ce nous, un grand élan de gratitude. J'ai aimé qu'un autre garçon se tienne à tes côtés. J'ai aimé qu'un autre garçon se préoccupe de toi, qu'il se tienne à mes côtés, un garçon de ton âge. Mais l'avocat, il va falloir qu'il prenne un peu d'épaule. Il veut tout savoir. Peut-il tout entendre ? Petit n'était pas aimable et il semblait défier quiconque de l'aimer. Fais ce que tu veux, je m'en fous, avais-tu murmuré au téléphone lorsque je t'avais dit « Je ne te laisserai pas avec ce commis d'office », la voix hystérisée par ta nonchalance. Ta nonchalance, certes habituelle, mais qui dans cette situation particulièrement, cette situation dans laquelle tu t'es fourré et qui mérite un brin de réaction, qui mérite que tu sortes de ta putaine atonie, cette nonchalance m'avait rendu plus dingue encore. C'est que j'ai peur de ce qu'elle cache. J'ai peur de ce qu'elle cache, comme j'ai toujours eu peur de ce que tu essayais de mater à coups d'obscures heures perdues devant les jeux vidéo. D'obscures heures passées à éliminer tes neurones les unes après les autres en shootant les personnages, jouant aux lèvres. Bing bing les personnages. Bang bang les neurones. L'avocat, j'ai bien vu qu'il fallait que je le rassure, que j'explicite, que je tempère, que j'édulcore. Alors j'ai concédé, mais je l'aimais bien sûr.
Ceci étant, parfois, mieux vaut ne pas trop questionner cet amour qu'on dit inconditionnel. Au nom de quoi ? J'ai ajouté, je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que par moments, c'était un enfant farouche, par moments, ombrageux. Je ne savais pas comment l'atteindre et ça me déstabilisait complètement. L'avocat a fait signe qu'il comprenait, mais je voyais bien que non, toujours pas. J'ai demandé... Vous avez des enfants ? Il a dit non. Alors il ne peut pas savoir. Le désarroi qui érode, si ce n'est l'amour, en tout cas l'affection que l'on croyait instinctive et constante. Le désarroi quand on décèle combien l'être qu'on a mis au monde nous est inconnu et que peut-être, mais il faut faire taire cela, il faut le chasser, l'étouffer, se dire qu'au contraire c'est une force, un défi à relever, une rencontre à faire, que peut-être non seulement on ne le comprend pas, mais qu'en plus on n'aime pas l'individu qu'il devient. Que dans d'autres circonstances, une autre donne, une réalité différente, on ne s'infligerait pas de vivre à ses côtés. Si c'était mon beau-fils, tiens, je le prendrais même pas une semaine sur 2. Oh, bien sûr, c'est fugace. Et quant à moi, ce genre de pensées coupables, des pensées coupables, n'étaient pas fréquentes, surgissaient seulement dans des moments difficiles. C'est un âge difficile, dit-on, mais on le dit de tous les âges. On dit petit enfant, petit souci, grand enfant, grand... C'est donc que ça ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est de vivre ensemble. Ce qui est difficile, c'est ce lien intangible qu'on ne peut pas couper avec le cordon. Mais ces moments, c'était passager. Ces moments où moi, je ne t'aimais pas, c'était parce que toi, tu te débattais avec tes outils d'enfant puis d'adolescent pour comprendre comment vivre dans ce monde-là. Et d'abord auprès de moi qui ne suis pas commode, je le reconnais volontiers. Moi qui n'ai pas plus que toi le mode d'emploi. Toi qui as fait les frais de mon apprentissage de mère comme j'ai fait les frais de ton apprentissage de la vie. Et heurté par celle-ci, tu n'avais que ta nature ombrageuse à opposer pour te défendre. Tu ne savais que faire si ce n'est te replier en toi et me regarder, me défier, tête baissée, sourcils froncés, regard noir et buter. Cet enfant était buté! J'ai soliloqué comme ça dans le bureau de l'avocat pendant des heures. Il m'a laissé faire, laissé dire, comme si on parlait d'une simple crise d'adolescence. N'empêche, ça a semblé le refroidir, il n'est pas sûr de me citer à comparaître. Il m'a dit, c'est dur les assises. C'est dur les assises. J'ai pensé à l'autre mère, celle de la partie civile, celle de la victime, celle de la fille. Il faut la nommer, je trouve important de la nommer. Jeanne. Elle s'appelait Jeanne. Le sais-tu seulement ? Est-ce que depuis ta cellule et dans le fond de ton cœur, surtout dans le fond de ton cœur, est-ce que tu dis Jeanne ? Pardon, Jeanne. J'ai pensé à la mère de Jeanne. Je le sais, nos souffrances respectives ne sont pas également dignes en compassion. Je le sais. Mais ai-je le droit de dire qu'on a la douleur en partage ? Ai-je le droit de dire que je me sens plus proche d'elle, inconnue, que de toi que j'ai porté dans ma chair ? Pas à la barre. Ça non, je ne le dirai pas à la barre. Il va falloir me préparer aux attaques. L'avocat de la partie adverse ira loin, fera feu de tout bois. On décortiquera la façon dont nous t'avons élevé, ton père et moi, et d'abord moi, parce que lui n'est plus, mais surtout parce que je suis la mère. Comme si c'était toujours à nous d'endosser vos indignités.
On ira chercher loin, aux origines, la grossesse peut-être, la petite enfance certainement. T'ai-je alloté, décaloté, laissé pleurer la nuit? N'ai-je pas repris le travail trop tôt? Depuis que vous avez repris le travail, il est particulièrement agité à la crèche. Est-ce que c'est moi qui venais te chercher à l'école? Est-ce que c'est moi qui préparais les repas le soir? Est-ce que je te bordais? Est-ce que je te racontais une histoire? Est-ce que je t'embrassais? Est-ce que je savais mettre des limites? Est-ce que je te disais que je t'aimais? Elle, ai-je dit assez? On dira, on questionnera. Je me questionne, mais je ne trouve rien. Rien qui puisse expliquer ce que tu as fait. J'ai déposé une demande de parloir et l'avocat m'a prévenu que ça pourrait être long. Alors en attendant, j'ai pris un studio, une location meublée un peu plus haut dans les montagnes qui surplombent la petite ville. C'est très beau. Les fenêtres ouvrant grand sur la chaîne des sommets dont la superbe ne manque jamais de me rappeler toute la dérision de notre petit passage sur Terre. Qui se souviendra de toi? Qui se souviendra de Jeanne? Du rire et du sourire de Jeanne dans des millénaires. J'ai toute la montagne pour moi, mais je ne me l'accorde pas. Je reste là, à me questionner et à attendre de te voir, enfin te voir, parce que peut-être auras-tu des réponses. L'avocat me répète que ce sera long. Il me dit « Rentrez chez vous, revenez à votre vie », comme si tu n'en faisais pas partie, comme si la tienne n'avait pas un impact sur la mienne. Alors je reste. Je reste parce que je veux croire qu'en étant ici, j'abolis un peu les frontières qui nous séparent. Croire que toi aussi, dans quelques minutes, tu verras cet avion qui vient de passer. Comme lorsqu'il y a des années, il m'arrivait de lever la tête de mon ouvrage et de constater qu'il neigeait dehors. Et de songer qu'à cet instant, tu voyais les flocons de ta fenêtre de classe. Tout petit, sur ta toute petite chaise, devant ton petit bureau, ton petit casier. Et la joie que les flocons devaient te procurer. Et la mienne qui enflait à l'idée de la tienne. Et le soir, en venant te chercher. Tu as vu? Il a neigé, ça devait être juste avant l'heure de ta récréation, j'ai pensé à toi. Est-ce qu'alors, à cette époque où tu glissais ta petite main dans la mienne,
ta petite main encore à Fossette, palpitante de sa journée, chaude et collante des restes du goûter. Est-ce qu'alors le garçon qui a fait ce qu'il a fait était là, tapis en embuscade sous les traînes de mon enfant? Le sais-tu? Le sais-tu seulement? Moi, je ne sais plus rien, si ce n'est que j'aurais dû serrer ta main plus fort encore, ne jamais la lâcher. T'élever est sans doute la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire, la plus capitale, la plus noble et la plus belle. Non pas t'éduquer, t'apprendre la politesse, mais t'élever, te conduire à être au monde. J'aurais dû m'y jeter de toutes mes forces, avec plus de force encore. À l'avocat, je dis aussi, petit, tout petit, je lui donnais des journaux à déchirer pour passer ses humeurs. Il n'y en avait jamais assez. Il finissait par casser des figurines, déchiqueter des livres, retourner son matelas, lancer ses cubes, son biberon, sa compote, sa purée et tout ce qui lui tombait sous la main. Les puéricultrices m'avaient conseillé de te lire Grosse colère. Tu adorais Robert Grosse colère. Viens maman, on prend la boîte et on met la colère dedans. Comment la tienne a-t-elle pu enfler à ce point? Qu'ai-je loupé pour que tu n'arrives pas à la maintenir dans la boîte? Car la faire taire complètement, ça c'est autre chose. Je devinais bien que ce n'était pas seulement un passage, ce n'était pas ce terrible tout dont parlent les manuels avec lesquels j'essayais de me rassurer. Non, la colère, c'était toi, tout entier, ta personnalité. Et je sentais bien que toujours elle menaçait, sommeillait, affleurait, frémissait, grondait. Ne demandait pas grand-chose pour se déverser à gros bouillon. À coups de poing, de pied. 10. Tu as donné 10 coups avant de fuir. Avec les poings, 3 au visage, mâchoire, tempe, arcade. Et je songe à tes bagues. Tu en portes une à l'index, l'autre au majeur. Un truc de gitan ou de rocker qui, plus que la carrure de tes épaules ou le renflement de ton pantalon, a toujours éveillé chez moi la sensation trouble de ta virilité. Se pourrait-il que ce soir-là, se pourrait-il que ta virilité ait vrillé ? Avec les pieds. Un coup sur le tibia pour la faire flancher, un sur le flanc gauche, 3 dans les reins, 2 sur les avant-bras qu'elle avait dû ramasser sur le visage. Et je songe à tes docs, les coquets, celles qui bipaient quand nous passions sur les portiques d'aéroport. Et nous en rions alors, parce qu'à l'époque, tout à chacun pouvait sonner de passer en portique d'aéroport sans crainte de voir les fédéraux débarquer. À cette époque aussi, tes docs ne shootaient que des cailloux. Tu n'étais pas seul. L'avocat dit « L'instruction devra déterminer qui de lui ou de l'autre a porté les coups. » J'ai demandé « Est-ce qu'il y a eu… » Je n'ai pas prononcé le mot. Je n'ai pas prononcé le mot, mais tout mon corps s'est crispé et j'ai instinctivement serré les cuisses dans un réflexe activé par une mémoire qui n'est pas la mienne, mais que les cellules de mon genre portent en elles. L'avocat répond « Non, soulagement, sans doute tentative, crispation. On y verra plus clair après la reconstitution. » La reconstitution. Le mot fait peur, il donne à l'affaire un tour grand guignolesque. Est-ce que la scène a demeuré ? J'imagine les contours tracés à la craie sur le bitume imbibé du sang qu'on aura lavé, mais sur lequel demeurerait une ombre guimauve. Quelques petites éclaboussures auront échappé à la vigilance et au jet des services de la ville. Jusqu'où les éclaboussures, dit ? Jusqu'où ? Vous avez commencé par lui demander de l'argent.
Jeanne a refusé de vous en donner. Elle a dégagé son bras que vous aviez harponné et elle est repartie en accélérant le pas. Vous l'avez suivie. Rue de l'Annexion, rue des Vosges, pour finir rue de la République. Soit 70 mètres à la talonnée comme on serre une bête jusqu'à l'abattoir. Au niveau du 20 rue de la République, Jeanne court presque. Vos souffles sont de plus en plus proches sur sa nuque, vos ricanements de plus en plus mauvais à ses oreilles. Elle essaye de se réfugier dans un hall, mais l'immeuble étant protégé d'un code, elle ne peut pas y pénétrer. Jeanne sort son téléphone qui lui échappe et tombe à terre. Vous la harponnez une fois encore et tentez de lui arracher son sac. Jeanne s'y arrime, Jeanne manque de trébucher, vous tirez plus fort, Jeanne lâche bien sûr, mais vous l'entraînez dans une impasse au 18 de la rue Volta. Et là, c'est le premier coup. Jeanne est sonnée, Jeanne vacille. Nouveau coup. Elle se plie en deux. Le troisième coup l'ébranle, le quatrième la fait tomber, le cinquième la met dans les vapes. Et là, mâchoire, tempe, arcade. 4 minutes et 17 secondes. C'est long, c'est terriblement long. Sur un ring, les rounds sont de 3 minutes et les coups réglementés. 257 secondes sans que rien dans ton cerveau, pourtant normalement constitué, ne t'arrête. Est-ce qu'elle a parlé, dit ? Est-ce qu'elle a parlé ? Que vous soyez détenteur des derniers mots de cette jeune femme serait d'une injustice crasse. Est-ce qu'elle a prié ? Est-ce qu'elle a supplié ? Quand tu es né, quand j'ai su que je mettais au monde un garçon, j'ai songé que je ne te laisserais pas te façonner dans le récit qui fait norme, le récit de la domination masculine. Et quand tu as grandi, j'ai pris soin de te dire ce que ça fait d'être une fille, te dire la peur, le pas exagérément assuré, la cadence vive, l'œil aux aguets, le cœur qui bat, l'impression d'être ouverte à tout va. Le tranchant dérisoire des clés qui arment le poing. J'ai cru que ça suffirait à endiguer la brutalité. Tu sais, à nos divergences d'opinion, à la désertion de ton affection et même à ta mort ou à te voir malade, je me suis non pas préparée, mais j'y ai souvent songé. À cela, jamais. On ne se prépare pas à voir son enfant devenir un salaud. Mais l'avocat dit encore, il faut y croire, il dit n'avoir porté qu'un seul coup. Quand bien même tu n'aurais porté qu'un seul coup, tu étais là. Et si cet homme doit te défendre, c'est d'abord contre toi-même. Et moi, si je n'ai pas réussi à t'élever, je réussirai au moins ça, te faire assumer. J'attends le parloir en vase clos. J'attends le parloir en vase clos et je passe mon temps à arpenter la studette pour déterminer sa superficie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la longueur. 1, 2, 3, 4, 5 dans la largeur. 30 mètres carrés, vertige, c'est grand, c'est bien trop grand. La mezzanine, 12 mètres carrés, encore trop. Alors je tends un drap entre l'œil de bœuf et l'arrivée de l'échelle de meunier pour obtenir 9 mètres carrés. Comme toi. Mais toi, tu n'y es pas seul. L'exiguïté est renforcée par la proximité. Et toi, tu ne peux pas en sortir. Toi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un drap lavé de frais. Et la lumière du soleil qui inonde le lit sur lequel je me suis recroquevillée, tu ne l'aperçois pas. Pas plus que tu sens sa chaleur, ni que tu sens l'essence boisée, sucrée des sapins, ni entends les oiseaux ou vois les sommets. Toi,
C'est la crudité d'une ampoule au fil dénudé pour laquelle tu n'as pas d'interrupteur. On décide pour toi de quand elle sera allumée. Et le reste du temps, c'est le noir, les râles et le cri, les cliquetis des trousseaux du maton, l'odeur dégueulasse, les draps rêches, raides de crasse et de que sais-je encore, l'humidité, le salpêtre, les tags obscènes, l'obscénité, la peur. Dans ta nuque, le souffle de ce détenu qui... La maison d'arrêt compte 14 cellules pour 31 places, soit 2,21, 42, 85, 71, 43 hommes par cellule. C'est impossible, on le voit. La répartition n'est pas équitable. 5 des 14 cellules sont occupées par 3 personnes. Toutes font la même taille. 9 mètres carrés donc. L'avocat m'a dit que vous êtes 3 dans la tienne. J'ai pu être pire. Au 1er janvier de cette année, le nombre d'hommes incarcérés dans l'établissement se montait à 30, soit une densité carcérale de 96,7%. C'est bien, c'est grand luxe. Paraît-il qu'elle peut monter à plus de 160%. Je me recroqueville dans un coin de la mezzanine. Où dors-tu? Le lit du haut, le lit du bas? Qui sont ces hommes avec toi? De quoi sont faites tes journées? Tu es devenu un numéro d'écrou, un matricule. En attente du procès, toute ta vie s'organise déjà selon les règles qui régissent le monde carcéral. Et j'essaye d'imaginer, mais que sais-je de la prison? Moi et mes grands airs, que savons-nous de la prison? L'avocat me dit qu'il te faut de l'argent. De l'argent, bien sûr. Quelle idiote je fais à t'envoyer du linge et des romans. La prison n'est pas une villégiature. Tu as le temps, mais pas la disponibilité d'esprit pour lire. Et cette disponibilité, si tu l'avais, ne devrait-elle pas être tout entière consacrée à ruminer, ressasser, te remémorer tes péchés? Ne devrait-elle pas être dédiée au regret et à la façon dont tu peux te racheter? Jeanne. Pardon, Jeanne. La réponse peut se trouver dans les romans. J'ai trouvé l'épiphanie au détour d'une phrase de Faulkner, d'un mot de Dostoïevski. L'avocat me dit que les romans en langue étrangère sont interdits s'ils ne sont pas en version traduite. Alors, soit de l'argent. À ton arrivée, l'administration pénitentiaire t'a ouvert un compte. Je savais bien que les détenus n'échangeaient pas des billets Monopoly, je le savais, mais j'ignorais qu'il y avait une monnaie en cours. Ah non, l'avocat me dit qu'il ne s'agit pas de monnaie en cours, pas de billets. Les détenus n'ont pas le droit de conserver de l'argent liquide. Tout se passe par virement ou prélèvement. Bien sûr, quelle idiote je fais avec mes billets. Alors soit faire virer l'épargne de ton compte d'homme libre sur celui du détenu. Mais quelles sont les dépenses mensuelles d'un taulard? J'imagine qu'il y a des prix fixes et d'autres à la gueule du client selon qui en décide, de l'administration ou des autres détenus. Ce qui est fixe, géré par l'établissement, les produits d'hygiène, les denrées alimentaires, les journaux, le tabac, la location d'un frigo, d'une plaque de cuisson, d'une télé. Et puis les faux frais, le marché noir, cigarettes supplémentaires, téléphone, magazines porno, le shit bien sûr. Et par-dessus tout, la tranquillité, le respect. Combien ça s'achète la tranquillité ? Combien miser pour être sûr que tu ne rases pas les murs? Certains jours, je descends des montagnes. Je prends la voiture et roule jusqu'en ville et la maison d'arrêt. Elle est en plein centre, sur une placette où l'on trouve aussi une auto-école et une crèche. Et ça n'en finit pas de me cueillir, cette violence contenue au cœur du théâtre quotidien. Du dehors, elle n'a rien d'intimidant. Un bâtiment communal comme un autre. Même pas une guérite de flics. Seulement leur véhicule stationné devant. Pas de barbelés, pas de grand portail. Un drapeau tricolore, des caméras et le tabac pour voisins immédiats. Je rôde devant.
Je rôde devant et parfois mon ventre, mes tripes de mer au creux desquelles tu t'es façonné est comme léché de grandes flammes qui demandent à sortir en hurlements que je n'ose pas pousser. Est-ce que tu m'entendrais seulement? Où es-tu exactement? Peut-être derrière cette enceinte, est-ce un dédale de mur? Peut-être es-tu sous terre? Peut-être es-tu aux enfers? Alors je rôde devant et j'essaye de capter le canal à travers lequel nous pourrions communiquer. Et là, maman, je pense à quoi? Me demandais-tu, gamin plein d'espoir, celui que je lise dans tes pensées parce que je t'avais dit que j'avais ce pouvoir-là. Et ce n'était pas facile de te duper, car tu pensais toujours à la même chose. Tu étais sans surprise, mon amour, ton plat ou ton dessin animé préféré. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui agitait tes pensées de petit garçon privilégié. Alors je me trompais rarement. Et la joie qui se dessinait alors sur ton visage, sur les rondeurs et fossettes de ton enfance, la joie. Et même l'admiration. Mais aujourd'hui, fin de partie, fini de jouer. Je rôde devant la prison sans rien capter. Mais voilà longtemps que je ne te capte plus, n'est-ce pas? Il n'était pas besoin de mettre les murs d'une prison entre nous, il n'était pas besoin de tant de brutalité pour nous réduire à l'incompréhension et au silence. Avant que la nuit ne dévore complètement le jour, la colère et le dégoût, mon amour, que je te dise, je t'aime. Envers et contre tout, contre tous, et d'abord contre moi-même, je t'aime.